Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis Ali Agnan et ravie d'animer une toute nouvelle saison de ce balado de l'Institut canadien d'information sur la santé, mieux connu sous le nom de l'ICIS. Nous allons analyser en profondeur les systèmes et les politiques de soins de santé du Canada, discuter des efforts déployés pour maintenir les Canadiens en bonne santé en allant au-delà des données et en parlant à des experts, à des travailleurs de la santé et à des patients. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinons de plus près comment la pandémie de COVID-19 a fait dérailler le système de santé canadien, obligeant à retarder, à annuler ou encore à affecter d'une manière ou d'une autre de nombreuses formes de soins. Un changement complet de priorité pour s'occuper des patients atteints de l'infection. Nous sommes en compagnie d'Annie Daniel-Grenier, communicatrice en maladies rares et patiente partenaire, Eva Villalba, directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec, et le Dr Jean-François Jonca, chirurgien orthopédiste et président de l'Association d'orthopédie du Québec. Annie Daniel sensibilise, éduque et milite pour les droits des personnes vivant avec les maladies rares et invisibles, étant atteinte de quelques-unes elle-même. Elle est impliquée dans plusieurs projets comme aider à changer des politiques, co-créer des sondages ou encore éduquer de futurs professionnels de la santé. Eva Villalba est passionnée par la bonne gouvernance, les politiques publiques, l'impact communautaire, la réforme des soins de santé et l'innovation sociale. Elle s'est également impliquée dans des organismes de bienfaisance, des groupes de défense et des OSBL dans le domaine des soins de santé. Dr Jean-François Jonca est spécialisé en arthroplastie et reconstruction de la hanche et du genou et en traumatologie. Il est également impliqué depuis plusieurs années dans le programme de résidence en orthopédie de l'Université de Sherbrooke. Bonjour à tous et bienvenue au balado. C'est un plaisir et un honneur d'échanger avec vous sur la situation actuelle du système de santé au Canada. Nous sommes donc ici pour parler de ce à quoi ressemble la mise en suspens de certains soins de santé pour les patients et les praticiens et de ce que cela signifie à long terme pour la santé des Canadiens. Nous discuterons également de ce que nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé pour la prochaine vague, pour la prochaine pandémie, qui sait. Donc, j'aimerais commencer par Annie Daniel. Annie Daniel, vous avez eu quelques retards dans vos soins. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? J'ai une condition complexe avec plusieurs maladies rares, entre autres. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de suivi. Donc, j'ai eu beaucoup de retard. J'ai pas eu juste un épisode qui n'est pas arrivé comme prévu. J'ai eu, si on recule à 2020, je devais avoir un suivi d'une chirurgie à une cheville et de la physiothérapie. Puis ces deux choses-là, mon suivi est arrivé un an plus tard. Puis en fait, finalement, il a été annulé. Le médecin a dit, finalement, si tout va bien, on va juste laisser faire. Je peux pas dire que ça, c'était comme majeur, là. Effectivement, ça allait bien, mais c'est parce qu'il était un peu trop tard aussi. J'aurais eu besoin du suivi plus tôt. J'ai eu des problèmes un petit peu, mais à part une nouvelle chirurgie, il n'y a rien à faire. Donc, ça valait pas la peine. J'ai eu, l'été 2020, un diagnostic d'une condition précancéreuse de l'utérus. Puis, j'ai eu besoin d'une hystérectomie suite à ça. Cette partie-là n'a pas été trop pire, mais au moment de la chirurgie, quand j'avais vu la gynéco, elle me disait on va t'opérer début septembre, ce sera pas long. Puis finalement, elle était obligée de m'appeler pour me dire je peux pas, il faut que ce soit fin septembre. Puis là, fin septembre, ça a été encore une fois reporté parce qu'elle a été obligée d'aller en Gaspésie pour remplacer des gens qui étaient trop malades là-bas. Puis là, ça devenait un peu angoissant aussi parce que non seulement, c'était précancéreux, j'avais peur que ça devienne cancéreux et ainsi de suite, ou que ça le soit déjà, mais on le savait pas, ainsi de suite. Mais aussi, je suis très, très à risque de décès avec la COVID et immunocompromise. Donc, pour moi, plus on s'approchait de l'hiver, plus c'était inquiétant. Puis je voyais les cas monter. Puis là, j'avais vraiment peur. Puis en fait, mon médecin aussi a eu peur. Elle avait consulté les gens de l'aile COVID pour voir leur évaluation des choses, si on devait annuler puis reporter au printemps ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est deux des épisodes majeurs. Puis je finirai avec, j'ai des problèmes avec mes yeux. C'est une condition qui progresse.
J'ai eu les chirurgies qui ont stoppé la progression, mais c'est comme pas garanti. On ne sait pas si ça va durer, tout ça. Donc, l'ophtalmo, il voulait me voir aux 3 mois, ce qu'on a fait jusqu'à la pandémie. Puis là, ben, d'un côté, si ça allait bien puis que moi, je voyais pas d'inquiétude, il préférait pas me faire aller là parce que c'est une question d'heures d'attente dans une espèce d'aquarium. Donc, il connaît très bien mes conditions puis il prenait au sérieux. Donc, il voulait pas mettre ça à risque. Mais même à ça, là, j'étais due pour le voir. Je pense que je l'ai vu une fois par année, donc une fois en 2020, une fois en 2021. Puis, je devais le voir ou au moins lui parler au mois d'octobre dernier, puis j'ai même pas de date de rendez-vous encore, là. Ça a toujours été comme plus long, puis les délais, c'est rien de nouveau dans le système, là, tout le monde le sait, mais ça a définitivement empiré, là. Et Annie, comment ces retards vous ont-ils affecté mentalement et émotionnellement? Avez-vous eu des craintes? Ben, c'est sûr. Il y a une partie de moi au début qui était contente parce que j'étais un peu en vacances, parce que j'avais une moyenne de 2 à 3 rendez-vous par semaine. Mais c'est pas long que là, on se dit, ben là, surtout quand il y a des problèmes comme ça, tu sais, le suivi régulier, quand tout va bien, c'est pas inquiétant, mais de pas pouvoir avoir la confirmation que la progression de la maladie de mes yeux n'a pas repris. Si je voyais pas super bien, ben là, c'est inquiétant. Je veux m'assurer que c'est pas recommencé puis que tu sais, là, j'arrive pas à l'étape d'après. Puis évidemment, ben avec une condition précancéreuse, comme je disais, plus le délai est long, comme n'importe quoi. En fait, dans l'ensemble de mes délais comme ça, c'est l'inquiétude qu'un problème progresse, soit plus difficile à traiter, et ainsi de suite, ce qui m'est déjà arrivé. Fait que c'est sûr que pour certaines conditions, c'était plus inquiétant que d'autres. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Je vais venir à vous, Eva. Vous êtes très impliquée dans le domaine et rappelons que vous êtes la directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec et votre mission est d'être une voix forte pour les personnes touchées par le cancer. Donc, vous venez d'entendre l'expérience d'Annie Daniel, dont l'opération précancéreuse a été reportée à plusieurs reprises, et l'impact émotionnel et mental que cela a eu sur elle. Pouvez-vous nous dire comment la communauté des soins du cancer a abordé ce problème? Oui, mais premièrement, merci Annie Daniel pour nous partager ton expérience. Et au début de la pandémie, notre coalition avait en fait sondage sur les personnes touchées par le cancer parce qu'on disait qu'il n'y avait pas d'impact sur les soins, il n'y avait pas d'impact sur les citoyens, tout allait bien, on gère ça. Et quand on a fait nos sondages, c'était à peu près 600 personnes de travers le Québec à chaque fois, donc 4 semaines et 9 semaines après la pandémie. Puis ce qu'on a réalisé, c'était que premièrement, les gens avaient 2 inquiétudes qu'Annie Daniel a mentionnées. Un, c'était le souci qu'ils étaient plus à risque parce que c'était des personnes plus à risque à cause de leur situation de système immunitaire affaibli. Et la deuxième chose, c'est que cette pandémie allait affecter leur accès aux soins et aux traitements. Et ça, on a vu que ça perduré quand même. Puis c'était à peu près 72% des répondants là, qui avaient ces craintes-là, ce qui a fait que les gens ont évité même d'aller, même quand c'était disponible, parce qu'à un moment donné, spécialement au Québec, mais à travers le Canada, on a vu ce qu'on appelle au Québec du délestage, mais dans le reste du Canada, c'est plus health system rationing. C'était vraiment comme, on va réduire au cas où qu'on n'aura pas la capacité de vous fournir les soins. Et ça fait que des gens ont été dépriorisés, comme Annie Daniel a mentionné. C'est très difficile pour une personne de comprendre pourquoi on n'est pas priorisé. Tout le monde est important, mais notre système a une capacité limitée. Fait que comment est-ce qu'on gère ça? La communauté en oncologie, c'est sûr qu'il y avait cette inquiétude-là. Il y avait l'enjeu des personnes qui n'ont pas été dépistées, qui n'ont pas été diagnostiquées, qui ont manqué les suivis. Puis à cause de ça, leur situation est devenue pire. Puis Annie Daniel l'a mentionné avec les cancers précancéreux ou avec les personnes avec suspicion d'un cancer. C'est ça qui nous inquiète beaucoup, là. Puis on a participé à une campagne la dernière année, là, puis on continue, qui s'appelait Nouvelle normalité, même cancer. Puis c'était vraiment pour sensibiliser les gens au fait que, OK, on ne peut pas attendre que la pandémie termine. Allez voir votre médecin si vous avez des symptômes. Allez parler à votre pharmacien ou votre infirmière et vraiment d'encourager les gens à se faire dépister. Fait que ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est vraiment l'angoisse dont Annie Daniel parle et vraiment cette crainte
que les soins ne seront pas là quand on en aura besoin. Puis ça, c'est une réelle inquiétude. Effectivement. Vous l'avez mentionné tantôt, nous avons beaucoup entendu parler d'annulation, de chirurgie et de traitements retardés, des personnes qui craignaient de se rendre à l'hôpital. Mais et les personnes atteintes d'un cancer et qui sont en attente d'un diagnostic, quel type d'impact vraiment cela peut-il avoir? En fait, le Québec a été la seule province qui a vraiment émis des rapports où ils ont mesuré l'impact sur à la fois les cas de cancer. Donc, on a vu que juste dans la première vague, on a manqué de avril à juin 2020, on a manqué 4119 cas selon les estimations. Donc, de cas de moins comparé à la même période l'année d'avant. Ces cas-là, ils sont pas, on n'a pas moins de cancer. En fait, on va les voir dans une phase plus avancée. Et c'est ce que les cliniciens nous rapportent. On est très inquiets par rapport au stade avancé du cancer qu'on va voir parce qu'ils n'ont pas été dépistés de manière précoce. On a aussi des enjeux par rapport à l'accès au programme de dépistage pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal. Et ce qui est souvent oublié, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est normalement avec les soins, avec les médecins de famille. Et au début, on n'avait pas accès en personne pendant quasiment un an. Là, les gens ne voyaient pas leur médecin de famille en personne. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas les pap tests, ils faisaient pas, on préfère les tests VPH maintenant, là, mais on ne fait pas les suivis qui sont nécessaires. Et ces cancers-là, sein, colorectal et col de l'utérus, s'ils sont attrapés de manière précoce, c'est très gérable, c'est mieux pour la personne et ça coûte moins cher au système. Mais à cause du délestage, on va voir ces cas-là grimper. Et actuellement, il y a des choses qui sont en place pour essayer de récupérer ces délais. Mais on a vu, puis le ministère de la Santé a quand même mesuré l'impact sur le délestage. Et actuellement, on est en train de reprendre un peu ces délais-là, mais on est quand même très inquiet par rapport aux cancers avancés qui vont être trouvés un peu trop tard. Et Docteur Jonca, toujours dans les retards, nous savons tous que ces 2 dernières années ont été assez difficiles pour les médecins et les patients, et je dirais même pour tout le monde. Selon le rapport récent de l'ESIS qui a examiné les tendances des temps d'attente au cours des 18 premiers mois de la pandémie, environ 62% des remplacements d'articulation à travers le Canada ont été traités dans le délai recommandé, c'est-à-dire 182 jours, entre octobre 2020 et septembre 2021. Et nous en étions à 71% avant la pandémie. Donc, ceci vraiment étant évidemment votre monde, pouvez-vous nous en dire plus sur ces chiffres et comment vous et vos patients avez vécu tous ces problèmes? Comme mentionnait Eva, le système n'est pas encore repris ses activités à 100%. On s'inquiète parce que la COVID a participé à mettre au grand jour les faiblesses ou les côtés du système qui étaient fragiles. Entre autres, en orthopédie, les listes d'attente pour des chirurgies non urgentes comme des prothèses de hanche, prothèses de genoux. Les listes étaient déjà quand même substantielles avant l'arrivée de la COVID, mais là, ça a vraiment définitivement explosé. Et puis, c'est une clientèle beaucoup plus âgés en général, plus malades dans le contexte qu'avec l'âge, souvent les gens ont des petits problèmes de santé. Ce qui fait que autant au Québec, les patients en attente de chirurgie d'un jour s'en sentir quand même assez bien. C'est vraiment les patients qui nécessitent de rester 1 ou 2 ou 3 nuits à l'hôpital qui ont été vraiment les grands perdants et toujours de cette pandémie. On a même commencé à faire pour cette clientèle-là des chirurgies en chirurgie d'un jour, mais il faut quand même être relativement en bonne santé pour pouvoir être opéré puis partir le soir même avec une prothèse de l'hanche ou du genou. Puis c'est pas dans tous les milieux actuellement que c'est accessible au Québec. En résumé, c'était une clientèle qui était déjà qui avait déjà à attendre un certain temps pour avoir sa chirurgie, qui voit maintenant les délais s'agrandir, s'allonger. Puis évidemment, pour les équipes traitantes, c'est très difficile pour nous parce que on ne sait plus quoi dire aux patients. On leur a promis, comme Annie Daniel nous a bien mentionné, une chirurgie à l'automne et puis on est rendu à l'hiver, c'est pas arrivé encore, puis au printemps. C'est pas facile, on sait
pas toujours quoi leur dire. On voit la grande détresse de ces gens-là qui attendent pour pouvoir récupérer une fonction parce que pour la plupart, c'est surtout une difficulté à marcher ou à avoir des loisirs ou même à travailler. C'est pas une question comme dans la clientèle dont Eva nous mentionnait de péril pour la vie, mais c'est définitivement beaucoup plus la fonction, les activités au quotidien, les atteintes fonctionnelles qu'on appelle, la capacité de marcher, de s'habiller, d'aller travailler, d'aller prendre une marche, d'aller promener le chien, de faire les escaliers, etc., etc. Alors, oui, notre clientèle est encore affectée, puis je présume que ça va être encore pour peut-être 2, 3, 5 ans avant de rattraper le niveau pré-COVID, je crois, malheureusement. Et ces patients affectés ont-ils été capables de continuer à travailler, à voir leur famille ou encore ont-ils été capables d'affronter chaque jour sans des souffrances significatives? Ben, ça fait drôle à dire, mais probablement quand il y a eu confinement pendant quelques semaines prolongées, ben, les gens ne pouvaient pas sortir. Il y avait après telle heure le soir, on ne pouvait pas sortir. Alors, au niveau des activités moins soutenues, c'est sûr que les gens peut-être s'en ressentaient un petit peu moins. C'est sûr qu'il y a des clientèles qui ont dû être mises en arrêt de travail parce que ils n'étaient pas en mesure de faire le travail physiquement, surtout des travaux, des activités physiques qui nécessitent certains efforts. Ces gens-là, il y en a plusieurs qui ont dû avoir des billets de congé de travail. Puis, pour ce qui est des clientèles plus âgées, c'est important quand on a un mal, de prendre un peu de repos, mais trop, c'est pas mieux. On a eu beaucoup de déconditionnement au sein de la clientèle âgée par le confinement. Même des gens qui, au départ, n'avaient pas trop de problèmes d'équilibre ou de déplacement. Alors, c'est évident que les patients qui attendaient déjà pour des prothèses de hanche ont aussi eu, malheureusement, des situations qui ont fait peut-être empirer leur situation et limiter leur capacité à se déplacer, voir leur famille, aller simplement changer les idées. Oui, c'est possible que c'est arrivé, puis c'est encore le fait actuellement. Docteur Jonca, pensez-vous que les choses auraient pu être faites différemment pour éviter ces questions, ces problèmes? C'est difficile à dire parce que déjà au départ, je vous mentionnais que le système de santé au Québec au niveau de la chirurgie orthopédique était déjà un peu en recul par rapport à certaines provinces canadiennes. Puis c'est essentiellement par le manque d'accès à des plateaux techniques. Puis l'autre chose qu'on a réalisé, c'est le manque de lits. Globalement. C'est sûr que je vous parlais d'une clientèle qui avait besoin de passer quelques jours à l'hôpital après une chirurgie à la hanche ou au dos ou bien au genou. Alors, c'est sûr que si on avait eu une capacité d'hospitalisation supérieure, on aurait probablement été en mesure de garder un certain niveau. Je vous parle pas de garder un niveau pré-COVID, mais probablement ça aurait permis à certaines clientèles d'être opérées quand même. Puis là, ben, on se retrouve après, on espère qu'on est lancé dans nos activités régulières. Il reste qu'actuellement, les blocs opératoires physiques sont même pas utilisés à 100% actuellement parce qu'il manque de personnel. Alors, ça fait une grosse côte à remonter parce qu'il va falloir remplir ces blocs-là avec du personnel pour qu'ils fonctionnent à 100%. Puis comme le mentionnait Eva, je crois qu'il faut augmenter les activités à 120, 130%. C'est la même chose pour nous, pour pouvoir rattraper les retards. Alors, si on vient qu'il n'y aura pas de salle d'opération de construit dans les prochaines années pour offrir plus d'accès, ben, il faut se concentrer sur la capacité de former et de retenir du personnel. Quand on pourra passer à 120, 130%, ça veut dire qu'on pourra opérer un peu plus tard le soir de temps en temps, les fins de semaine probablement, etc., etc. Mais ça prend du personnel, incluant dans les cliniques. Alors, malheureusement, on est loin du compte actuellement. Effectivement, ça prend du personnel. Eva, je reviens vers vous. Nous avons entendu dans les médias que les choses se passaient bien pour les procédures d'urgence. Avez-vous fait des observations différentes? Je vous dirais pas que c'est des observations différentes. On constate que tout ce qui était urgent était traité en priorité, ce qui est soulageant. Mais on préfère intervenir en amont
on préfère ne pas avoir à se rendre à l'urgence. Donc, ce qui préoccupait, c'est par exemple, dernièrement, c'est sorti dans les médias qu'on changeait les cibles par rapport, avant, la cible était 90% des chirurgies oncologiques devaient être faites à l'intérieur de 28 jours. Maintenant, on a beaucoup qui sont à l'intérieur de 2 mois, de 56 jours. Et on a un peu changé la manière de faire, ce qui ne nous dérange pas forcément, parce qu'on dit que certains cancers à lente progression, par exemple, certains cancers de la prostate, peuvent attendre 2 mois. Pourquoi prioriser tous les cancers? On devrait s'adapter à la réalité de chacun. Par contre, comme toujours, puis comme on revendique comme groupe de défense des intérêts des patients, c'est que si on ne communique pas aux patients pourquoi on fait leur chirurgie, si on avait dit à Annie Daniel, bien, on va vous opérer en octobre, d'accord, on a une raison clinique pourquoi on va vous opérer en octobre au lieu d'en septembre. Mais si on lui dit septembre, mais à chaque 2 semaines, on change, bien là, c'est sûr que ça va créer de l'inquiétude. Alors, la problématique, je pense que tous les cas urgents en chirurgie ont été faits. C'est sûr que les gens commencent à penser que c'est eux qui sont dépriorisés, eux qui sont moins importants, leur maladie ou leur cancer ou leur condition est moins importante. Ça, on doit vraiment l'adresser et expliquer qu'il y a une bonne raison, mais en même temps, on peut prioriser, mais on ne peut pas oublier de bien expliquer et de prendre le temps de communiquer aux patients pourquoi on va attendre ou pourquoi on va le céduler à telle date et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Quelle information ou quel soutien on va fournir aux patients en attendant leur chirurgie? Parce que si on leur dit, on va vous appeler, attendez au téléphone qui ne sortez pas, cette personne-là, elle ne va pas dormir, elle ne va pas bien manger, elle va être mangée par l'angoisse et l'anxiété. Et avec une simple communication efficace, on aurait pu éviter ça. Alors ça ne coûte rien au système, mais ça demande une approche un peu différente. Donc, pour les délais, je dirais que les chirurgies oncologiques ont été faites quand c'était urgent, mais ce qui nous inquiétait, c'est que ce qui n'était pas considéré urgent aujourd'hui peut le devenir. Parce que là, on ne peut pas repousser pour toute l'infinité. Là. On ne peut pas continuer à repousser et à repousser. On devait vraiment avoir un plan d'attaque clair et des objectifs et un plan d'action pour adresser ces enjeux-là de capacité dont on parlait. Effectivement, on ne peut pas continuer à repousser, comme vous le dites, Eva. Donc, Annie Daniel, je vous demanderai, est-ce que vos rendez-vous sont maintenant retournés à la normale? Est-ce que vous avez un message que vous souhaitez partager avec Eva? Non, je peux pas dire que c'est retourné à la normale. Premièrement, la pandémie n'est pas finie, même si c'est des fois un peu l'impression qu'on a. Mais donc, c'est toujours dangereux pour moi d'aller à l'hôpital, surtout que, bon, il y a des endroits où c'est pris plus au sérieux que d'autres, malheureusement. Puis de me dire on suit toutes les règles, ça me rassure pas beaucoup parce que pendant que j'étais aux soins intensifs après ma chirurgie, mon hystérectomie, il y a des infirmières qui sont rentrées sans masque, même si j'étais en isolement, en protocole d'isolement. Fait que c'est dur pour moi d'être rassurée de « Ah oui, on fait tout ce qu'il faut ici ». Puis déjà là, que le tout ce qu'il faut diminue de plus en plus. Donc, c'est ça. Bien de ce point de vue-là, il y a des rendez-vous. En fait, c'est en personne, pour moi, si c'est essentiel. Ou ben là, ça fait 2 ans que j'ai pas eu tel suivi. On va essayer de le mettre l'été puis espérer que ce soit pas en même temps qu'une vague. Juste ça fait que c'est pas revenu à la normale. Puis même pour les autres, même des rendez-vous virtuels ou de suivi régulier, il y avait déjà des délais avant la pandémie. Si je parlais de mes yeux tantôt, l'ophtalmo qui veut me voir aux 3 mois, il écrivait 2 mois, puis des fois, on réussit à avoir rendez-vous à 4. Mais là, ben, c'est ça, ça va faire 1 an. Il m'a appelé une fois, là, mais c'était pas un rendez-vous, c'était un petit 5 minutes pour répondre à une question, puis c'est tout. Annie Daniel, je compatis pour tous ces désagréments. Nous pouvons imaginer l'anxiété et la douleur sur l'état de santé général des personnes qui ont subi ces retards d'une manière ou d'une autre. Et je vous demanderai, en tant que communicatrice et patiente partenaire, qu'avez-vous appris des autres patients? Je dirais que j'ai beaucoup appris. Ben c'est sûr, moi, je suis beaucoup dans la communauté des maladies rares. Puis, c'était beaucoup de la résilience qu'on le savait déjà, mais surtout, on parlait, le docteur Jean-Claude mentionnait comment, finalement, les premières semaines de la pandémie, ça avait des bons côtés pour certaines personnes. Ben, beaucoup de personnes dans ma situation avec des maladies rares, on avait de la difficulté même des fois à réaliser ce qui se passait parce que ça ressemblait à notre quotidien déjà.
Puis, on se rendait compte qu'on subissait moins d'impact psychologique que ceux qui sont pas habitués de devoir annuler des trucs ou de pas être capable de sortir et ainsi de suite. Mais c'est sûr que ça s'étire. Puis là, ben, la résilience, elle en prend pour son rhume. Puis ben, même si on comprend bien, comme je dis, je savais pourquoi j'étais pas priorisée, puis je comprenais que je devais passer après la personne avec la COVID qui tout fait. Là, c'est juste logique de prioriser comme ça. Mais à un moment donné, quand on a des conditions complexes aussi, ce qui arrive, c'est que on rentre pas dans les petites cases quand il y a des priorisations, comme pour les vaccins, par exemple, les personnes qui ont des maladies complexes, des maladies rares, ou des fois, on peut être plus à risque qu'une personne de 80 ans, mais qui est super en forme. Mais c'était pas du tout pris en considération. Puis c'est quelque chose qui a été très dur sur la communauté des maladies rares ou complexes en général, là. Docteur Jonca, nous avons traversé plusieurs vagues, plusieurs situations, des problèmes. Aujourd'hui, je demanderai quelles sont les solutions envisagées pour résorber les retards en matière de chirurgie ou qui peuvent être mises en œuvre à l'avenir. Quelles en sont les conséquences? C'est comme je vous disais tantôt, la chirurgie orthopédique puis l'ensemble des chirurgies non urgentes, parce que Eva l'a mentionné, tous les cas d'urgence, on les a fait et tout. Évidemment, les fractures et puis des cas qui nécessitaient quand même des interventions rapides, on a osé discriminer positivement. Mais actuellement, les plateaux techniques au Québec sont limités. Puis, il n'y a pas, à ma connaissance, de nouveaux hôpitaux qui sont en construction. Il y a peut-être des salles d'opération qui sont en réno. On souhaite que dans ces milieux-là, ils ajoutent 1 ou 2 salles d'opération pour pouvoir répondre aux besoins du rattrapage et plus futur. Aussi, dans l'immédiat, c'est important de récupérer puis de former un maximum de personnel pour faire fonctionner la salle d'opération. Je pense qu'il faut aussi se questionner sur la pertinence d'obliger du personnel d'être des bacheliers pour aller au bloc opératoire, alors qu'à une certaine époque, des préposés étaient formés pour fournir les instruments aux chirurgiens, puis ça fonctionnait très bien. Il va falloir que les différents corps de métier, entre guillemets, les différents syndicats réalisent que il y a de la job pour tout le monde et puis personne n'empiète sur la compétence de l'autre. Comme disait M. Dubé notre ministre avec justesse, il faut optimiser la compétence de tous les gens puis décloisonner aussi les compétences. Donc, si on permet à des gens de différents milieux à donner un coup de main, en partant par les infirmières diplômées, les infirmières bachelières, les infirmières praticiennes, les infirmières auxiliaires, les préposés. Déjà, ça nous fait quand même une bonne cohorte de personnel. On peut ajouter à ça en orthopédie les podiatres, on peut ajouter les physiothérapeutes, les ergothérapeutes pour nous aider à supporter les médecins de famille pour l'évaluation initiale puis les pré-consultations. Pour le futur, dès qu'on va avoir assez de personnel pour faire fonctionner les salles de façon optimale, ben là, il va falloir anticiper, peut-être prolonger des journées opératoires d'1 heure ou 2 en fin de journée pour permettre de faire un cas ou 2 de plus. Et puis peut-être la fin de semaine de temps en temps. Là, c'est déjà commencé dans certaines provinces canadiennes. Puis à long terme, ben, il va falloir aussi planifier que on était peut-être allé trop dans les coupures, là, incluant les blocs opératoires, les salles d'opération au Québec, les lits d'hospitalisation. Je pense on devra peut-être partir dans l'autre sens avec le balancier, là, puis de prévoir le vieillissement de la population, peut-être d'autres pandémies avec les mêmes, malheureusement, contraintes. Alors, il y a tout ça qu'il faut planifier. Puis, évidemment, l'innovation est bienvenue là, pour dès maintenant, là, on parlait tantôt de faire des opérations de prothèse de la hanche en chirurgie d'un jour. Il y a 5 ans, on aurait passé pour fou de dire ça, mais maintenant, ça commence à être une réalité. Puis les gens commencent à regarder de ce côté-là. Encore là, ça va prendre le support aussi des aidants naturels parce que il va falloir que les familles, les amis, les entourages soient conscients que si on veut que quelqu'un de nos proches soit opéré rapidement,
peut-être qu'on devra s'en occuper un peu pour qu'ils puissent retourner plus tôt à la maison, plutôt de toujours compter sur le sacro-saint hôpital pour les soins. Alors, on a des réflexions de société aussi à faire par rapport à ce qu'on peut faire pour aider le système. Merci. Et Eva, quels sont les impacts à moyen et long terme des retards sur le cancer? Les impacts à court et moyen terme, on a déjà vu et entendu, puis je l'ai mentionné tantôt, on sait que dans les 10 prochaines années, on aura 8000 cas de plus de cancer dus à la pandémie. Ça, c'est une estimation parce que les données qu'on a sont pas aussi à jour qu'on aimerait, mais on commence à en avoir. Et on n'a pas encore des données sur les stades, mais on sait que le ministère est en train de regarder au moins pendant la période pandémique et qu'on devrait avoir ces données-là. Combien de personnes vont être diagnostiquées dans un stade avancé de plus? Bien, on sait par ce que nous rapportent les cliniciens que c'est en augmentation et les cancers qui sont facilement gérables, on en a de moins qu'on avait avant la pandémie. Donc, ça, c'est une inquiétude réelle. Pour faire du pouce sur le point du docteur Jonca tantôt, une des choses qu'on a réalisées, c'est que pendant la pandémie, on avait une approche qui était trop hospitalo-centrique. On a essayé de protéger les hôpitaux au lieu d'essayer de protéger les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables se retrouvent partout, incluant dans la communauté et incluant, ils ont besoin de recevoir des soins même en dehors des hôpitaux comme tels. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux puis qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les impacts à long terme, c'est d'avoir une vision de notre système de santé comme un système complet qui inclut aussi les soins de première ligne avec les médecins de famille, avec les infirmières praticiennes spécialisées qui peuvent nous aider à avoir un peu plus de capacité dans notre système, avec les pharmaciens qui peuvent maintenant faire beaucoup plus de choses et qui sont proches des gens dans leur communauté, qui ont une bonne confiance aussi de leurs patients. Je pense qu'on peut également regarder comment faire des choses dans des cliniques qui vont donner des services publics, mais avec des ressources qui sont déjà dans le privé, tu sais, qui ne travaillent pas à 100% dans le privé, mais qu'une partie soit dédiée à, par exemple, des chirurgies d'un jour pour décharger ça, par exemple. Donc, je pense qu'il y a des façons de faire, mais en même temps, on doit adresser des lacunes, comme Dr. Jonca disait, qui ont été un peu mis en lumière avec cette pandémie. Par exemple, toutes les personnes qui n'ont encore pas accès à un médecin de famille. Alors, si tout se base sur une référence du médecin de famille, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait aussi, et Annie Daniel l'a touché un peu, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont des comorbidités, plusieurs maladies simultanément? Est-ce qu'on continue? Je pense qu'une des choses qu'on a vues aussi, c'est l'impact de la fragmentation de notre système de santé. Et une des solutions pour aider ça, puis on espère avec le plan de refondation puis le projet de loi en données en santé que M. Dubé a déposé. On espère qu'avec ces données-là, on va pouvoir suivre la personne, que les données suivent le patient pour qu'il soit mieux pris en charge et qu'on n'ait pas juste à travailler un morceau de sa santé, mais qu'on voit sa santé globalement. Un dernier mot, et je vais continuer avec vous, Eva. Qu'aimeriez-vous que les Canadiens sachent? Bien, premièrement, c'est que malheureusement, des fois, on doit se battre pour obtenir les soins qu'on est dû quand même. C'est dommage, mais on doit vraiment, moi, j'inviterais les Canadiens à vraiment aller se faire dépister, aller voir leur médecin ou leur infirmière ou leur pharmacien s'ils ont des symptômes, ne pas attendre que tout revienne à la normale parce qu'on ne va jamais revenir à la normale de toute façon. Et je les inviterais aussi, si jamais il y a des enjeux d'accès, de problématiques, il y a des groupes comme nous, comme le RQMO en maladies orphelines et rares. Il y a plein d'organismes, d'associations de patients qui peuvent aider à accompagner ces gens-là s'ils ont des problèmes d'accès et qui ont aussi des ressources qui peuvent les aider parce que c'est extrêmement difficile de naviguer notre système de santé. Et des fois, ça aide de parler avec des pairs ou des personnes qui ont passé par là. Alors, j'inviterais les Canadiens
aller voir leur médecin de famille ou autre professionnel et aussi à consulter les associations de patients, les organismes communautaires et les groupes de défense des droits des patients communautaires. Merci. Docteur Jonca, un dernier mot que vous aimeriez que les Canadiens sachent? Chaque province a connu des problématiques particulières à sa population, mais globalement, la majorité des problèmes ont été aussi connus dans l'ensemble des provinces. Il y a des échanges qui se font entre les dirigeants provinciaux pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les mêmes situations. Puis aussi, les gens se réunissent pour faire des plans, pour planifier la relance, puis pour faire en sorte que les Canadiens ne resteront pas en plan là, par rapport au rattrapage, par exemple. Je pense aussi que les Canadiens doivent peut-être commencer à questionner leurs politiciens parce que c'est le gouvernement fédéral qui est responsable globalement de la santé de ses citoyens, mais c'est les provinces qui les appliquent. Alors, il y a des petites variantes, il y a peut-être des choses qui devraient être précisées. Est-ce qu'il y a de la place pour introduire un peu plus de collaboration du système privé? Puis quand je dis au système privé, là, je pense pas du tout à ce qui se passe aux États-Unis, là. Pas du tout. Je pense que, par exemple, au Québec, depuis 50 ans, les radiologistes sont propriétaires de leur clinique de radiologie. Mais le gouvernement donne un petit extra à la rémunération pour qu'ils puissent acquérir les équipements, les entretenir, le personnel aussi. Les thérapeutiques n'ont pas le droit de faire ça. Les chirurgiens n'ont pas le droit de faire ça. Puis ça dépend de la loi canadienne. Ça, je le vois pas à moyen terme, peut-être pas à court terme, mais peut-être à moyen long terme, comme se fait dans les grands pays du Commonwealth, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ils ont quand même un système en parallèle qui fait que tout le monde a accès. Et puis, au bout du compte, c'est pas la carte de crédit qui paye, là, contrairement à ce que c'est aux États-Unis. Puis, il faut faire attention. Je réalise quand on parle privé, les gens se braquent, pensent suite à ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça. C'est plus de la collaboration. Ils veulent la mentionner. Les CMS au Québec et tout. Puis, on souhaite que ça devienne une collaboration. Surtout si les gouvernements sont peut-être moins prêts à investir dans le ciment. Dans les bâtiments, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver une option. Il y a des pays qui le font, puis ça fonctionne quand même assez bien. Annie Daniel, un dernier mot? Eva a touché un point important, je pense, avec la prévention. Je disais tantôt, la pandémie n'est pas finie. Ben, c'est un peu ça le message que j'enverrais, puis pas juste aux Canadiens patients, mais aussi aux professionnels, puis au gouvernement, que si on prévient pas toutes les infections, les dernières données de la COVID longue, on parle de 10 à 30% des gens, ben c'est des gens qui vont avoir plus besoin de soins, puis c'est des soignants qui seront plus là aussi. Donc, ça fait pas une bonne équation. Puis, il y a aussi les personnes plus à risque ou immunocompromises. Il y a comme moi, il y en a que c'est un peu moins pire, si on peut le dire comme ça, mais je pense pas que c'est bon pour le système de santé qu'il y ait beaucoup d'infections. Puis les personnes qui sont vulnérables, ils en mourront peut-être pas, mais ils vont avoir besoin de soins, puis ça va coûter encore plus cher. Présentement, il y a le nombre de lits qui est occupé au Québec depuis décembre, c'est fou, là. Puis c'est sûr que ça ralentit tout. Donc, de penser ça aussi quand on parle de prévention, c'est plus obligatoire, mais peut-être que de continuer de porter le masque, c'est important pour l'ensemble du système de santé, puis pour l'économie même, ce qui est un argument qui est souvent oublié. Mais je pense que ça joue beaucoup par là. Puis du côté de l'innovation, je pense que c'est beaucoup aussi d'aller dans le partenariat avec les patients, respecter l'expérience, les connaissances expérientielles des patients, puis tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on a vu un peu plus depuis 2 ans, là, que finalement, le patient est capable de prendre sa température ou sa pression artérielle tout seul, puis on peut se fier sur ce qu'il nous dit pour aller plus loin avec les rendez-vous en virtuel, par exemple. Ça c'est beaucoup plus produit, puis c'est quelque chose qu'on voyait pas avant. Ben ça aussi, ça fait partie de la collaboration, pas juste d'avoir les autres professions qui contribuent, mais le patient aussi, puis c'est de l'empowerment. Merci Annie Daniel, merci Eva et merci Dr Jonca. Ce fut un grand plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce sujet qui nous tient tous à cœur.
Et je pense que vous avez ajouté tellement d'informations remarquables dans ce balado. Encore un très grand merci. Merci de nous avoir écoutés en espérant que vous avez trouvé cet épisode instructif et utile. Revenez-nous la prochaine fois quand nous examinerons de plus près d'autres sujets de santé intéressants. Notre producteur exécutif est Jonathan Cooline et un grand merci à Ayla Goyette. Pour en savoir plus sur l'ICIS, veuillez consulter notre site web www.icis.ca. ICIS pour Institut canadien d'information sur la santé. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici Ali Agnan, à la prochaine.